Alors, sur la fin de l'ouvrage, vous posez la question de ce qu'il pourrait y avoir justement au-delà de la bourgeoisie. Et le constat est assez sombre, hein, parce qu'on voit que pour se survivre et pour maintenir sa domination, la bourgeoisie, elle est prête à tout, jusqu'à se débarrasser de ses fondements, donc de la raison, de la logique, de la démocratie, jusqu'à sombrer dans la folie, hein, comme vous le dites, avec toutes les dérives, les extrémismes pardon, de l'égalitarisme, hein, LGBT, transhumanisme, tout ce qu'on veut. Et finalement, se profile la société la plus inégalitaire qui soit. Mais alors là, c'est pareil, on a encore sauté des médiations, enfin disons, on a articulé plusieurs médiations qu'il va falloir que je reprenne une par une. Après avoir montré la bourgeoisie qui prend le pouvoir sur l'Ancien Régime et qui devient, je dirais, de mouvement d'opposition à mouvement dominant, ce qui change tout, c'est-à-dire qu'elle doit assumer le réel, et elle n'est plus dans la classe de la promesse et des lendemains qui chantent, mais dans la classe du pouvoir avec toute sa brutalité, forcément, pour des raisons historiques et dialectiques, naissent des oppositions à cette bourgeoisie qui, de classe du progrès, est devenue classe de l'idéologie dominante. C'est le passage de la bourgeoisie révolutionnaire de la Révolution française, avec ses promesses rousseauistes, ses promesses robespierristes, etc., à la bourgeoisie, on va dire, de tiers, c'est-à-dire d'un mec de gauche qui finit par faire tirer sur les communards, ce qu'on appelle l'émergence des Versaillais. Et les Versaillais sont toujours là, c'est le symbole de Versailles est constant. Et donc, face à ce mensonge de la bourgeoisie, qui est le mensonge de l'égalité formelle, qui ne débouche pas sur de l'égalité réelle, mais au contraire sur même une aggravation des inégalités, ce qui va s'appeler la lutte des classes, qui est une vraie réalité, même si monsieur gave, ça le gave un peu. Et puis, c'est pas qu'une petite réalité, c'est une réalité incontournable à partir de, on va dire, de 1830. Et puis on voit bien 1830, 1848, 1870, 71, la période des anarchismes. Enfin, je veux dire, la modernité, c'est Marx, faut pas oublier, c'est la lutte des classes. On est passé d'un monde tripartite, noblesse, clergé, tiers état, à un monde binaire de lutte des classes, c'est-à-dire les possédants, les possédés, le salariat généralisé, l'expression collective et physique du mensonge de la bourgeoisie qui est la souffrance et l'exploitation du prolétariat. Enfin, tout ça, c'est des mensonges de concepts qui produisent du réel. C'est incontournable. Et là-dessus, effectivement, on a cousin. Enfin, il suffit de lire Marx. Tout est dans Marx. Et d'ailleurs, tout est aussi dans Balzac, en réalité. Et donc, on a toute une épopée qui est l'épopée du XXe siècle, ce que Hobsbawm appelle le court XXe siècle. On peut aussi relire Hobsbawm, j'en parle pas, mais c'était assez intéressant quand Hobsbawm a sorti sa trilogie sur la modernité, que Nora avait refusé d'éditer en France et qu'il est obligé d'éditer en Belgique. Ça, c'est pour les gens qui ont une vraie culture historico-philosophique, pas pour les gens qui se pâment sur l'amor fati de Nietzsche. Là, c'est toujours pareil, la philosophie, c'est sérieux. C'est quand même la science des sciences. Voilà. Ça demande beaucoup, beaucoup d'années de travail et puis quelques qualités intrinsèques. Voilà, il faut être doué. Il ne faut pas seulement aimer la philosophie, il faut que la philosophie vous aime, ce qui n'est pas donné à tout le monde, comme pour la musique ou la poésie. Voilà. Et donc, le XXe siècle, c'est un combat contre le mensonge de la bourgeoisie dominante qui se mène par la gauche et par la droite. Par la gauche, c'est le progressisme et c'est l'épopée marxiste-léniniste qui finit mal, il n'est pas de question de le contester, qui finit avec le socialisme réel de l'URSS et tout ce qu'on peut en dire et l'effondrement de l'URSS. Donc il y a un constat d'échec. Ça n'a pas donné le paradis terrestre qui était promis. On n'est pas passé de l'égalité formelle à l'égalité réelle par l'épopée marxiste-léniniste. Ça a donné ce qu'on sait. Ce qui n'est pas le sujet là, mais voilà. Et de l'autre côté, il y a eu la réaction, qui est aussi un vrai combat, qui est de dire, face au mensonge de l'égalité formelle, il n'y a pas seulement le combat de gauche vers l'égalité réelle, mais il y a retourné à la saine inégalité de ce qu'on appelle la loi naturelle. Et ce qu'on appelle la loi naturelle, en fait, c'est la loi de Dieu. La loi naturelle est une expression thomiste. Et le thomisme, c'est l'articulation, comme je vous le dis, d'Aristote et du Christ. C'est comment l'Église arrive à synthétiser, parce que c'est nécessaire, le logos grec et le Christ, qui va s'appeler d'ailleurs le logos thomiste, qui est l'addition de la raison et de la compassion, des mathématiques et de l'amour, si je veux dire, avec cette idée profonde à laquelle je reviens à la fin du livre, c'est que si on désarticule les mathématiques de l'amour, on va forcément vers une société infernale et qu'il faut les maintenir liés, et d'autant plus que c'est nécessaire d'un point de vue moral et social, mais qu'en plus ça correspond à la réalité profonde du fonctionnement cérébral. Et là, je renvoie aux travaux de Piaget, de Vallon, et qui est intelligence cognitive et intelligence affective, qui est la manière, par les alternances fonctionnelles, dont se structure réellement le cerveau, par les études, effectivement, de la construction de la pensée chez l'enfant. Et pour ça, il faut lire Piaget et Vallon, et aussi, par exemple, Jallet, et même un peu Freud à la marche qui touche un peu ça de manière bricolée
et métapsychologique. Et donc, tout ce qu'il ne faut pas sauter, et qui est un chapitre entier dans le livre, c'est la tentative d'aller au-delà de la bourgeoisie, qui est réellement l'épopée du XXe siècle. Bon, il y a une conscience que la bourgeoisie, ce n'est pas suffisant, que le monde du capitalisme n'est pas suffisant, et qu'il faut essayer d'aller au-delà. Et dans cet au-delà, je veux dire, il y a un au-delà par le progressisme, qui est de dire qu'il faut pousser la raison jusqu'au bout, et qu'il ne faut pas s'arrêter à la raison kantienne, mais aller à la raison hegeliano-marxiste. Ça, c'est pour vous dire ce que ça donne en philosophie, puis on verra ce que ça donne en politique. Et de l'autre côté, de dire l'égalitarisme est une folie et génère le chaos, il faut retourner à la société d'avant, et c'est ce qu'on appelle à la loi naturelle, et en fait qui est la loi de Dieu, c'est-à-dire ce qui correspond à la doctrine sociale de l'Église, hein, si on veut s'appuyer sur quelque chose. Et là, on a bien donc la bourgeoisie d'un côté, Maurras à droite et Marx à gauche. Et d'ailleurs, vous voyez bien que nous, avec égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, on s'est appuyé depuis sa création en fait sur deux auteurs fondamentaux, même si on ne les cite pas en permanence, qui étaient Maurras et Marx. Évidemment, d'ailleurs, ça peut donner aussi Proudhon. Hein, c'est quand on se pose les questions que se posent les deux. Hein. Et ce qu'on a rajouté récemment, c'est Evola et Guénon. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt sur trois dimensions, ce que j'appelle moi tradition radicale, tradition dégradée, modernité. Hein. Et après modernité, on est là, si on parle du monde d'aujourd'hui, on est dans le monde de la postmodernité, c'est-à-dire dans la fin des grands récits. On a admis donc qu'il n'y avait pas d'au-delà de la bourgeoisie. Hein. Et alors de dire qu'il n'y a pas d'au-delà de la bourgeoisie, c'est très ambigu parce que ça veut dire que donc tout ce qui veut aller au-delà est considéré comme dangereux ou inefficace. Hein. Donc c'est un monde qui est quand même beaucoup moins enchanté que le monde révolutionnaire, hein, et beaucoup moins intéressant d'un point de vue de l'idée, parce que c'est le monde postmoderne est un monde très pauvre. C'est le monde dans lequel on est objectivement en philosophie depuis les années 80. C'est le monde de Bernard-Henri Lévy, c'est le monde de Derrida, c'est le monde de marxistes dévoyés comme Lyotard. Vous voyez, c'est un monde d'aveu de la limite du concept. Hein, c'est-à-dire, en gros, on a cru qu'on pouvait changer le monde par la maîtrise du concept. En fait, c'est pas possible. Alors, il y a des bourgeois qui disent, voyez, on avait raison, il faut juste faire de la meilleure gestion. Et là, c'est le retour avec toute l'arrogance de Gave qui vous dit, on peut soigner l'économie par de l'économie. Non, moi, je ne crois pas qu'on peut confier au renard la gestion du poulailler. Mais bon. Et puis qui vous disent, de toute façon, tout ce qui a voulu aller au-delà a échoué, et c'est même pire, ça s'appelle le totalitarisme, avec les écrits très faibles d'Hannah Arendt sur le totalitarisme, qui ne met jamais en avant que le vrai totalitarisme, c'est celui qui triomphe de tout, c'est le totalitarisme bourgeois, parce que les autres étaient des totalitarismes de deuxième zone, puisqu'ils se sont effondrés. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas si totalitaires que ça, puisque là, on est dans la critique de Carnap, de l'irréfutabilité et tout ça. Donc il faut faire une lecture aussi critique de ce que c'est que les totalitarismes qui s'effondrent et les totalitarismes qui ne s'effondrent pas. Et ceux qui ne s'effondrent pas démontrent par leur solidité supérieure qu'ils sont bien plus totalitaires, hein, au sens de totalisant, au sens de clos, au sens d'ayant réussi à gérer leurs contradictions internes. Et là, effectivement, on arrive à la dernière question que tu avais abordée dans ta présentation, où il y avait trois idées articulées, c'est que dans ce monde de la postmodernité, la bourgeoisie, pour se maintenir, procède progressivement à la liquidation de ses propres fondamentaux qui étaient la raison. Et n'oublie pas que la raison, au départ, effectivement, qui amène l'idée d'égalité, c'est une égalité sociale. Ça s'appelle, les encyclopédistes, la Révolution, Rousseau, c'est pas une égalité abstraite. Or, la bourgeoisie se met à tricher, et le marqueur de sa tricherie en France, c'est le virage de la rigueur en 1983, où les socialistes au pouvoir renoncent en fait au plus d'égalité sociale, en déviant l'égalité sociale vers d'autres égalités qui coûtent beaucoup moins cher à la bourgeoisie. Et on a un premier passage qui est de l'égalité sociale à l'égalité sociétale. C'est toute une partie de mon œuvre des années 90. Hein. Donc le féminisme, égalité homme-femme, c'est plus facile à donner que l'égalité riche-pauvre. Voyez. Et puis après, cet égalitarisme qui est déconnecté de son origine sociale devient ce que j'appelle un égalitarisme fou. Et comme il est déconnecté du réel, il prend des dimensions délirantes et de plus en plus fumeuses et sans limite, puisque déconnecté du réel. Et ça donne l'égalitarisme fou dans lequel on est aujourd'hui, qui donne le véganisme, l'animalisme, le LGBTisme, etc. C'est-à-dire que tout est égal. Et là, on n'est pas simplement dans une critique, je dirais, de la hiérarchie du monde traditionnel, qui était une critique sociale d'une hiérarchie sociale, fondamentalement. On est dans un égalitarisme fou qui est l'impossibilité de penser le monde, puisque penser, il faut bien comprendre, c'est l'objet de la philosophie, c'est classer, c'est produire des catégories. Et quand on produit des catégories, on produit des hiérarchies. Hein, déjà par ce qui est avant, ce qui est après, ce qui est plus important, ce qui est moins important, ce qui est inclus et incluant, par exemple. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la pensée assembliste identitaire chez Castoriadis, qui n'a d'ailleurs jamais rien inventé. Et là, on est dans cette période où la bourgeoisie
pour se survivre malgré sa violence, ses laideurs, profitant de l'échec des au-delà de la bourgeoisie, se maintient coûte que coûte en sapant, en fait, tout le fondement sérieux de sa raison égalitaire pour passer dans l'égalitarisme fou, totalement déconnecté de la raison. Vous voyez ? Et ça donne notamment ces choses qui nous hallucinent, nous, le LGBTisme, où on prétend notamment nier quelque chose qui est au fondement de l'anthropologie, qui est la différence des sexes, hein, le X et le Y, en disant que tout ça est historique, est une question de choix, on peut en changer quand on veut, et avec cette idée du coup que cette inégalité de la société bourgeoise, elle est dépassée sans avoir besoin de passer par le social et l'économique, parce que vous pouvez se décider comme vous voulez d'être homme ou femme quand vous voulez, et puis pourquoi pas riche et pauvre avec, je vous dis, avec du virtuel, hein. C'est ce que on disait dans la dernière vidéo qu'on a faite, hein. Vous vous projetez avec un casque des images de richesse ou de voyage, et puis d'un seul coup, vous pouvez vivre sur une île déserte ou dans un château, mais effectivement, tout ça n'a pas de réalité, c'est simplement un égalitarisme fictif, virtuel et forcément délirant et qui n'est pas sans conséquences sociales, bien évidemment, hein. Et ce que je remarque, moi, c'est que cet égalitarisme fou est quand même, in fine, au service d'un inégalitarisme, lui, pas du tout fou et très, très, très profondément articulé, parce que eschatologique, kabbaliste, qui est, eh ben, in fine, on arrive à ce qu'on vit en ce moment, où nous, on est tous confinés avec des masques et on a des maîtres du monde, hein, une hyperclasse, qui vous expliquent en gros que eux ont la maîtrise du réel, donc ce sont des technocrates avec une vision, on va dire, eschatologique, et qui sont là, effectivement, pour être une nouvelle aristocratie, en réalité, hein. C'est-à-dire qu'au bout de cette épopée égalitaire qui est passée de l'égalité sociale non accomplie à l'égalitarisme fou, on arrive, en fait, quand on fait un constat objectif, à la société la plus inégalitaire qui ait jamais existé réellement, hein. C'est ça le constat que je fais. On est donc dans un mensonge absolu, et forcément, la question qui se pose, c'est comment ce mensonge peut-il perdurer longtemps ? Eh bien, sans doute par la destruction des capacités de raison des masses, hein. Donc là, on voit bien que la raison qui était l'outil de la bourgeoisie, qui est un outil dont elle s'est servie, mais qu'elle nous a vendu comme supérieur à la révélation religieuse, aujourd'hui, la bourgeoisie essaye de nous désapprendre la raison, que tout le travail du pédagogisme, en réalité, par exemple, quand on pense que ce sont des catastrophes inexplicables, le fait qu'à l'école, on apprenne à dépenser, à ne plus penser, en fait, on voit bien qu'il y a un projet politique. Alors, vous dire que je suis peut-être un peu complotiste, mais je le suis, effectivement, je pense qu'il y a un complot. On se dit que pour que les masses obéissent à ce mensonge égalitaire, il faut qu'on leur désapprenne totalement la raison. Vous voyez ? Donc, on est toujours sur ces mêmes concepts, hein, qui sont tordus, retournés, dialectisés, paradoxalisés, etc., etc. Et là, je vous ai fait un peu une espèce de résumé du livre. Évidemment, il y a beaucoup plus que ça dans le livre. Et donc, il y a de quoi penser, hein, dans le livre. Il y a de quoi penser, hein.